C'est parti. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans le programme WorkLab, ce nouveau hub lancé par la Chambre de commerce de Bruxelles. De collaborateurs qui vont essayer de répondre à la seule et unique question, c'est où vont les bureaux? Et en fait, c'est assez simple. Si on sait où vont les travailleurs, eh bien, on aura peut-être trouvé un début de réponse à où vont les bureaux. Nous avons aujourd'hui 4 intervenants. Gilles Pollet, ici à ma gauche. Gilles Pollet, qui est Head of Real Estate chez BNP. Il est responsable de la gestion des foncières, donc les SIR en Belgique, et du financement des gros deals immobiliers à Paris, à Londres, à Rome, à Francfort, à Madrid et aux Pays-Bas, avec une belle grosse équipe étalée sur toute l'Europe. On a Hamid Fadjaoui, l'homme des médias, qui est, comment dirais-je, que tout le monde connaît, un directeur des magazines économiques Trends Tendance, administrateur délégué du Cercle de Wallonie. Il nous passionne tous les matins avec sa chronique économique en radio et qu'il nous envoie même sur WhatsApp. On a Dirk Palling, également à ma gauche. C'est le monsieur New Ways of Working, CEO d'Interoffice, CEO de Workiro, chairman de la European PropTech Association, qui regroupe pas moins de 3134 start-up et grow-up qui vont, comme vous le savez, digitaliser notre industrie qui en a bien besoin. Il parle couramment 5 langues et en plus, il est passionné par la musique. Et à ma droite, Bruno Ronce, CRO chez Cobuti, ex-CEO et patron d'Econocom Belux. Il est notre spécialiste technologie, avec un focus tout particulier sur la mobilité et les parkings intelligents dont on aura bien besoin dans les mois et les années qui viennent. En tout cas, ça va être passionnant. Merci pour tes idées, Bruno. Pour ma part, je suis président de la Belgium Workspace Association avec 239 coworking. Je joue aujourd'hui le rôle de modérateur de ce débat pour la Chambre de commerce Bessie et son nouveau hub du nom de WorkLab. En tout cas, merci Olivier Willox et Isha Lambrex pour cette collaboration. Voilà. Alors, je propose de commencer avec quelques chiffres. Si Gilles est prêt, je vois qu'il est en train de noter encore quelques petits chiffres sur son document. Alors, Gilles, pouvez-vous nous brosser le paysage mondial, européen et belge, et bruxellois si possible, de vos investissements en bureaux, centres d'affaires, coworking, EHPAD? Quels sont les gros investissements aujourd'hui chez BNP? Alors, vaste question, Édouard, merci. Alors évidemment, l'immobilier a subi la vague du tsunami, le tsunami du Covid, et ça a affecté massivement notre industrie. Alors ça l'a affecté suivant les différents segments. À l'évidence, tout le monde aura compris que le secteur du retail, le secteur de l'hôtellerie sont gravement touchés. À l'inverse, des secteurs ont bien fonctionné et continuent à bien fonctionner. La logistique, par exemple, qui est un secteur dans lequel il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup de financement. Le résidentiel, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais le résidentiel qui est soutenu par des critères plus démographiques résiste bien, et ça c'est une vision relativement européenne. Les actifs de santé, tout ce par laquelle il y a des belles boîtes belges d'ailleurs qui se développent à l'international, aussi très résilients. Et puis le bureau. La réalité de ce monde dans lequel on n'est pas complètement sorti, on s'est rendu compte quand même que le télétravail massif, ça fonctionne. Les grandes boîtes ont tenu. Au niveau opérationnel, ça a fonctionné. Et donc les réflexions, et c'est la difficulté pour nous, pour nos clients, les investisseurs, et pour nous, banquiers, pour les financer éventuellement, c'est de savoir quel va être le point d'équilibre du bureau. Et c'est le débat d'aujourd'hui. Et visiblement, des questions qui disent d'un côté, il y aura une baisse de la demande, mais le type de bureau va devoir changer. On a eu, à cause de cette pandémie, un révélateur et un accélérateur de tendances qui existaient probablement depuis plus longtemps. Dirk, toi qui es dedans depuis longtemps, est-ce que ces bureaux vont être plus grands, plus spacieux, plus modernes? Toi qui es actif au sein du Green Deal, est-ce que demain on n'aura que des bâtiments BREEAM? Est-ce qu'on aura demain que des bâtiments carbone, qu'on appelle ça? Vers quoi on va au niveau de l'immobilier? Je pense qu'à long terme, c'est absolument vers quoi on va aller. Il faut savoir que le European Green Deal, il n'a été signé que par les États membres il y a juste 4 mois. Okay. Donc, il faut savoir que toutes les lois qui vont être écrites, doivent encore être écrites, vont préciser dans quelle mesure nous devrons, avec nos bâtiments de bureaux, mais aussi dans le résidentiel par exemple, dans quelle mesure on devra réduire les émissions de gaz, consommation d'eau par exemple. Et c'est d'autant plus important que nous savons déjà maintenant que ça va complètement disrupter
notre monde des bureaux. En même temps, il existe beaucoup de technologies déjà en Europe et on peut être très fiers. On a un écosystème de plus de 3000 startups et scale-ups en technologie en Europe comparé à juste 2000 aux États-Unis qui sont prêts et qui livrent déjà maintenant des solutions qui vont permettre à nous tous d'atteindre les buts et du Green Deal, le Climate Change Action, les goals pour 2030 et 2050. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est est-ce que tout le monde est prêt à investir dans ces technologies? Et d'où va venir l'argent pour ces technologies? Il faut savoir que pour l'eurozone, le budget total, il est de 1,85 trillion. That's the budget to boost the European zone. Et de cela, 25% va être utilisé, entre autres, pour le Green Deal. Forcément, il y aura beaucoup d'argent qui va se libérer pour investir dans les startups et les scale-ups européennes dans cette technologie. Et ça va nous permettre d'avoir un impact très positif sur les bureaux de demain. Mais les bureaux de demain vont certainement devoir répondre à des critères très très stricts. J'ai envie de rebondir chez Bruno Ronce de chez Community. Toi, tu fais partie quelque part, aujourd'hui dans ta carrière, tu fais partie d'une scale-up, d'une scale-up dans ces une des scale-up dont on vient de parler. Ah donc voilà. Aujourd'hui, tu te rends compte que tu es au début d'une superbe aventure? D'abord, j'ai envie de le croire. Ouais. Je pense qu'on est tous en train de regarder les prémices d'une révolution, ou en tout cas de revendications citoyennes qui pourraient changer les usages, qui pourraient changer la façon dont fonctionne la société et les entreprises. Et donc, on a prononcé le mot du télétravail, qui était quand même un catalyste essentiel pour amener à des changements comportementaux et dans les mentalités. Et donc, en fait, le travail n'est plus un lieu, enfin c'est déjà pas le cas pour moi et pour beaucoup d'entre nous, mais est vraiment ce qu'on va produire, c'est l'activité qu'on va exercer. Et je pense que la disposition, enfin l'adoption du digital dans la sphère privée pour le télétravail va permettre une utilisation différente aussi du bureau, des tiers-lieux, des shared office, etc. Et donc en effet, je pense que, en tout cas pour nous, le travail s'inscrit au cœur d'une politique de mobilité. C'est la mobilité dans l'immobilier, comme on peut dire. Et je pense que la coexistence de différentes façons de délivrer son travail et d'organiser sa journée de travail, quand ça veut dire aller au travail, elle doit s'accompagner d'outils de planification, de mobilité, de covoiturage, de gestion de ces ressources partagées auxquelles on veut accéder. Et quand ce n'est pas le cas, pour justement diminuer la pression sur, par exemple, le trafic dans les grandes villes, pouvoir travailler de la maison avec beaucoup plus de flexibilité donnée par son employeur ou revendiquée en décidant de télétravailler. Et je crois que l'écosystème de ces différentes solutions, de ces différents lieux, va permettre beaucoup plus de flexibilité pour demain. Amit Vajaloui, directeur de Trends et le patron du Cercle de Wallonie, est-ce que les lecteurs de Trends Tendance ont besoin de plus de flexibilité, attendent cette flexibilité? Est-ce que vous ressentez ça à travers vos différents Zoom, Teams et autres Skype que vous organisez avec vos différents lecteurs et partenaires? Alors Edouard, je vais y répondre à la question, mais je vais déjà commencer à disrupter quand même la réunion, tant mieux. Tant mieux. Je voudrais réagir sur ce que disaient mes petits camarades. D'abord, je pense que c'est important aussi pour les auditeurs ou téléspectateurs de se dire que on répond, enfin je parle pour moi en tout cas, avec beaucoup de modestie, parce que on est tous en train de tâtonner, on se pose des questions. J'espère qu'on apportera des éléments de réponse tout au long de cette émission. Moi j'aime bien ce proverbe africain qui dit « lorsque le serpent mue, il est aveugle ». Je pense qu'on est à peu près tous dans ce cas-là. Donc ça, c'est un peu, voilà, simplement c'est le côté modeste. Ce que disait tout à l'heure Gilles, il a raison, c'est la plus grande expérience, en fait on l'a pas choisi, de télétravail au monde. Et là déjà, je pense qu'il y a une réflexion ou une première leçon qu'on peut tirer, c'est que la plupart des patrons étaient contre. Parce que pour eux, télétravail ils avaient peur que les gens regardent Netflix plutôt que travailler. Voilà. Et voilà, ou autre chose. Et puis ils se sont rendus compte que, d'abord, ils n'ont pas eu le choix parce qu'eux-mêmes ont été confinés chez eux. Et puis ils se sont rendus compte que finalement, le télétravail pouvait être source de productivité. Parce que télétravail sans productivité, ça n'aurait pas duré longtemps. Donc là, je pense qu'ils en sont convaincus. Alors après, est-ce que c'est 2 jours, 1 jour, semaine, ça on peut en discuter à l'infini. Mais donc ça, Gilles a tout à fait raison. C'est la première expérience, la plus grande au niveau historique de télétravail. Et donc ça, c'est très important. Et donc clairement, le télétravail sera là pour perdurer. Parce que ceux qui peuvent en décider, les boss, ont même
l'ont goûté et savent que ça peut être, la productivité est au rendez-vous. Par contre, ce que tu disais tout à l'heure, et voilà, par rapport au Green Deal, c'est le fameux plan de 750 milliards donc, qu'a prévu la Commission européenne pour nous sortir de cette crise en verdissant notre économie. Tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que là, peut-être, ça peut aussi donner des pistes par rapport à ceux qui nous écoutent, par rapport au bâti, par rapport au bureau. Effectivement, ce sera une manière aussi... On parle souvent de l'expérience client. Peut-être que demain, on parlera de l'expérience bâtiment. C'est-à-dire que, en fait, pour dire les choses simplement, je crois, voilà, je réponds à ce qu'attendent peut-être les patrons, c'est comment je vais faire revenir tous ces gens qui se sont habitués, pas tous, mais une partie, à rester chez eux en termes de confinement. Donc, quelle est la plus-value? Comment est-ce que je vais leur donner envie de revenir? On en parlait tout à l'heure en préparant cette émission. Il y a des gens sur des plateaux qui s'envoient des mails, qui font un certain nombre de choses qu'ils pourraient faire chez eux. Donc, si je veux faire revenir, il faut que ce soit pour quelque chose. Si c'est pour faire la même chose que je faisais à la maison, il n'y a aucun intérêt à bouger. Donc là, ça va vraiment poser la question de l'utilité des sièges sociaux, notamment pour un certain nombre de grandes entreprises. Donc, à quoi ça sert, etc. Et qu'est-ce qu'on va y faire? Et donc là, je pense que c'est important. Et je pense que là, on peut... C'est pour ça que dans votre introduction, mon cher Édouard, vous faisiez appel, allusion au fait que l'avenir du bureau, c'est l'avenir du travail. Et on le voit très bien aujourd'hui pour la génération Z, donc les jeunes, les millénials, je rappelle, c'est les gens qui ont entre 18 et 25 ans aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont besoin de sens. Et le sens, il est très important. Et donc, ils voudront sans doute aller plus dans des bâtiments éco-responsables qui répondent à un certain nombre de critères, dans lesquels on leur donne un sens à leur vie de travail, puisque s'ils se déplacent, c'est pour faire quelque chose. Et ce sera d'autant plus important, parce qu'au début, tout ce qui était responsabilité sociale des entreprises, moi-même, je pensais que c'était un peu un gimmick. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est hyper important, parce qu'il y a une pression des actionnaires. Ici, de toute façon, il y a la pression de la Commission européenne, réglementaire, parce que tout ça va être traduit. Et puis, tout bêtement, les jeunes doués, il y a une guerre des talents. Et je ne vais pas citer de nom de société que je connais bien, mais les meilleurs d'entre eux, entre deux boîtes, ils vont prendre celle où il y a du sens, où il y a une philosophie, et peut-être même un bâtiment, tant mieux, c'est ce qu'on appelle l'expérience, on va peut-être appeler demain l'expérience bâtiment, En fait, le bâtiment devra peut-être refléter aussi les valeurs. Et il devrait être accessible. En plus, accessible, évidemment. Et ça, ce sont les vraies bonnes questions. Mais je me rends compte, Édouard, que je n'ai pas vraiment répondu à votre question sur les paramètres économiques, parce que ces bonnes questions auxquelles on va essayer de répondre, elles s'inscrivent dans une équation économique existante. Alors, je vais donner quelques chiffres, pas beaucoup, mais pour parler un peu du marché du bureau belge. Et belge, ça veut dire essentiellement bruxellois. Bruxelles, c'est un petit marché. Quand on regarde les grandes villes, évidemment, Paris, Londres, mais même Amsterdam, même Milan, sont plus grands. Donc pas tellement liquides. Deuxième caractéristique, il y a une prédominance, on le sait tous, du secteur public qui est important comme locataire et de la Commission. On vient de voir effectivement cette information assez clé, je trouve, de la semaine dernière sur la décision de rationaliser les surfaces de la Commission. On se rend compte à ce moment-là que la Commission, c'est 800 000 mètres carrés à Bruxelles. Et l'idée, c'est de diminuer de 30 à 40% sur un horizon de 10 ans. 3, c'est un marché relativement sain. Le taux de vacances est de l'ordre de 7,5%. Plutôt bas, historiquement. On est passé de 10 à 7,5 sur les 15-20 dernières années, donc il n'y a pas une sur-offre, avec des approches spécifiques, évidemment. Le quartier Léopold, le quartier Nord sont les deux vrais poumons. La périphérie, le décentralisé, c'est évidemment plus compliqué. Les transactions, en fait, le take-up en 2020. 2020, c'est le tsunami aussi pour le take-up. Le take-up, pour parler jargon, c'est les nouveaux mètres carrés qui sont pris à bail par les locataires. Donc là, Bruxelles a fait 300 000 mètres carrés l'année dernière, 2020. C'est une baisse parce que l'année précédente, c'était 500 000. Mais objectivement, c'est une baisse qui est plus faible que dans les autres pays. Parce que 2020, évidemment, beaucoup d'entreprises, vu ce qui s'est passé, ont simplement arrêté de prendre des décisions. N'ont pas pu faire des visites de sites. Ont reporté, ne sachant pas. Donc, relativement sain, pas une énorme vacance, sauf quelques endroits spécifiques, et des prix qui se sont relativement tenus. Voilà, ça c'est dans les paramètres à l'intérieur desquels on va essayer de deviner qu'est-ce qui va subsister. Et la question clé, qui existait déjà avant, Hamid, c'est
cette dimension ESG, cette dimension environnementale, qui est dans l'immobilier quelque chose de vertueux. Parce que économiquement, les bons locataires demandent ça. Du coup, les bons investisseurs achètent ces bâtiments-là, investissent dans ces bâtiments-là. Il faut que l'équation économique tienne, parce que se posent l'énorme question du stock, les existants. Il y a 13 millions de mètres carrés de bureaux à Bruxelles. 13 millions. Et évidemment, on va parler de tous les BREEAM, de tous les labels, de zéro carbone, mais ça, c'est quand même le tip of the iceberg. Absolument. Voilà. Absolument. Mais les bonnes questions, c'est les questions, voilà, l'attractivité pour faire revenir de manière positive les collaborateurs dans les bureaux. Il faudra offrir quelque chose de plus, outre l'aspect communication qui est vital, mais quelque chose de plus. Ce que j'entendais, Hamid, si vous permettez, en participant à une conférence ULI, Dirk, vous qui êtes patron d'Interoffice et de Workiro et patron de la European PropTech Association, donc vous êtes bien placé, je crois, pour pouvoir, en tout cas, répondre en partie à ce que je vais dire. Il disait dans cette conférence que les bâtiments de demain seront plus petits, ils seront plus digitalisés bien évidemment, ils seront plus nourrissants à tous les niveaux, mais ils ne seront pas très grands. Et en fait, ces bâtiments auront la taille, si vous voulez, des gens indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Et ceux qui ne sont pas tout à fait indispensables vont se retrouver ou à la maison ou dans des tiers-lieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui ressortait en gros de cette conférence ULI? Donc, plus petits bâtiments pour les core people, donc vraiment pour l'équipe de base, et les autres collaborateurs, ils travaillent et chez eux ou dans les centres d'affaires. Ce n'est pas encore ce qu'on se constate sur le terrain, pour être très clair. Mm-hmm. C'est peut-être une vision pour dans quelques années. Mm-hmm. Ce qui est surtout important de savoir, c'est que ça va être... Le bureau demain, il sera collaboratif. Ça, c'est sûr. On va avoir moins de mètres carrés qui sont utilisés, mais ça ne veut pas dire que l'empreinte mètre carré d'une société sera diminuée. Je m'explique. Vous allez avoir plutôt quartier général, où il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau collaboratif, et tu vas avoir travail dans des tiers-lieux, comme chez toi, Edouard, ou comme chez nous, où on va donner la possibilité aux gens de travailler, par exemple, pour tous les collaborateurs qui habitent dans la province d'Anvers, de travailler pas de chez eux, mais dans un tiers-lieu, comme un coworking, où ils ont un environnement qui est professionnel, qui est bien aménagé, et où ils ont cet aspect aussi collaboratif. Maintenant, pour clairement répondre à la question, il y a deux tendances importantes quand on parle de ça. Un, c'est la consumérisation du real estate, c'est ce qui est en train de se faire. Un bel exemple, c'est tu avais le Nokia et tu avais l'Apple. Et quand Apple est sorti, les gens, ils étaient prêts à payer plus pour l'Apple. Pourquoi? Et beaucoup plus. Parce que c'était plus beau, c'était un beau design, il y avait plus de fonctionnalités et il y avait des services qui étaient ajoutés. Ouais. C'est exactement ce qui se passe dans l'immobilier. Deux, flexibilisation. Parce que le secteur du coworking, il a été juste précurseur de la flexibilisation qui va arriver dans tous les contrats. Donc on va maintenant vers une situation où même les grands corporates, ils se disent pourquoi encore signer pour 9 ans? On n'a pas besoin. On va vers un lieu central et puis les autres lieux, on va le faire encore sur des contrats de 1 jour, ou bien 12 mois, ou bien 6 mois. Incroyable. Et ça, là, entraîne un très grand problème. Et ce problème-là, c'est la valorisation de nos bâtiments de bureaux. Parce que la valorisation d'un bâtiment de bureau, il est fait sur la location, la qualité du locataire qui est dans le bâtiment, la qualité du bâtiment évidemment aussi, mais ça se fait sur les longueurs des contrats. Donc si tout à coup tout le monde commence à signer au lieu de 12 ans, 2 ans, la valorisation du bâtiment, il prend un coup. La prime de risque donc, va augmenter. Tout à fait. Mais Edouard, ce que moi je trouve, et il y a pas mal de gens qui sont en train de suivre ce raisonnement, pourquoi valoriser encore un bâtiment sur la longueur des contrats ou des engagements de ceux qui occupent ce bâtiment? Pourquoi ne pas aller vers un système ou un système de valorisation où tu dis, on va valoriser, oui, sur la qualité du client, oui, sur la longueur du contrat, mais aussi sur quelles sont les techniques qui sont dans ce bâtiment, très important, green, etc. Bien, et quel est le potentiel de ce bâtiment dans le futur. Et ce sont des choses qui sont très difficiles à quantifier au niveau argent, évidemment. Mais pour le reste, je suis sûr que les grandes boîtes, ils vont tous aller vers une situation
où on a un distributed workforce. C'est ça. Ça c'est sûr. Hein. Et ceci dit, pour revenir à l'autre question, enfin la remarque de Hamid, je pense pas non plus qu'ils vont tous travailler de la maison, parce que je connais trop de gens. On a fait un survey chez nous, c'est chez plus de 20 000 travailleurs partout en Europe. Il n'y a même pas 10% qui disent qu'ils voulaient travailler tout le temps à la maison. Hein. Donc, il y a quand intéressant, puisqu'en fait, en préparant cette émission, vous me parliez, Dirk Palling, vous me parliez de Twitter, qui avait décidé au mois de mars dernier, l'année dernière, de rentrer à la maison. Et si j'ai bien compris, Twitter Belgium est déjà de retour dans les bureaux. Voilà, pour eux, moi je ne peux pas commenter sur ce que font. Non plus, non, je pense, hein. mais voilà, ce qu'il y a, c'est que, mais je peux le dire de Twitter, c'est qu'ils ont commencé à communiquer, comme Facebook d'ailleurs, déjà l'année passée, au mois de mai, je pense, avril, voilà, vous pouvez travailler de chez vous indéfiniment. Ils sont revenus là-dessus, et Facebook d'ailleurs aussi, parce qu'ils se sont corrigés 2 mois après. Ils ont dit, bon, il faut encore qu'il y ait assez de productivité, donc il faut qu'on collabore aussi. Et ils ont quand même commencé à faire revenir des équipes. À la fin, le COO de Facebook, il a dit au mois de septembre, j'étais dans une conférence, où il a dit, mais en fait, on ne va pas diminuer 1 mètre carré de ce qu'on occupe maintenant dans le monde entier, dans notre portefeuille. Mais on va réarranger tous ces espaces, on va leur donner une autre destination, mais on ne va pas diminuer le footprint. Je vois que Gilles Paulet n'est pas tout à fait d'accord. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai, mais il y a une contrainte. Mais eux sont riches, je veux dire, Facebook, ils sont riches, par rapport aux autres. Eux peuvent se permettre ça, mais même la Commission européenne, on le voit. Alors, ce qu'on a regardé et à Londres, à Paris, sur les 20 dernières années, le nombre de mètres carrés par salarié n'a fait que baisser. Donc, on était dans une productivité. Et sur Londres, c'est grosso modo, c'est divisé par 2 en 25 ans. Je pense que cette tendance va s'arrêter. Parce qu'effectivement, dans le monde du bureau, tel de l'attractivité, il faudra plus de salles de réunion, plus de salles d'échange, plus de salles de créativité. Et donc, le mètre carré, on va un peu diminuer ça. Mais n'empêche que, je suis d'accord avec vous, et on est tous, moi, je suis salarié d'une grande boîte, la Zoom fatigue, on l'a tous eu, ça c'est clair. Mais peut-être que l'équilibre, si l'équilibre n'est 2 jours par semaine pour les salariés à la maison, l'impact sur le nombre de mètres carrés, il est juste colossal. Hein. C'est 2 sur 5 pour le faire simple. C'est plus compliqué que ça, mais la magnitude, même si le nombre de mètres carrés par salarié qui resterait, l'équilibre global, il y aura probablement trop de bureaux, pour le faire simple. Je suis tout à fait d'accord avec Gilles, mais il y a une autre chose dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'il y aura une pression sur le marché secondaire pour les bureaux. Donc c'est la périphérie, pour qu'on comprenne bien, le marché secondaire, c'est quoi? C'est la périphérie ou c'est les bâtiments qui sont des années 60, 70? Non. Secondaire, ça veut dire que tu auras beaucoup de sociétés qui maintenant se disent on a 3000 mètres carrés, il y en a 1000 qu'on n'utilise pas. Donc ils vont essayer de sous-louer, par exemple. Ce qui va engendrer une pression, et à la fin, ce qui va se passer, c'est que les bâtiments, comme tu dis, Edouard, qui sont vieux, délabrés, où les propriétaires n'ont jamais investi, ceux-là, ils ne seront plus jamais loués, ça c'est sûr, et donc ils seront convertis probablement en logement ou autre chose. Moi, je le veux plutôt dans logement, housing, affordable housing par exemple. Ce qui veut dire que la qualité des surfaces de bureaux sera nettement plus élevée, et pour ceux qui investissent dans les bâtiments de demain, que ce soit green ou collaboratif, si vous voulez, ils vont certainement être capables d'avoir le même rent que maintenant, et même un prime rent. C'est ça. Ça, c'est mon avis. Parce que non seulement ils sont bien positionnés, location, tout à fait, mais ils ont cette technologie dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Et donc, est-ce que vous retrouvez ça déjà chez BNP? Je crois que nous, on dit flight to quality, mais donc la différenciation va encore s'accélérer. Je suis d'accord avec ça. Donc, effectivement, la défense, c'est l'archétype, c'est le plus grand parc d'affaires d'Europe, d'ailleurs. C'est des grandes tours. Chaque fois qu'une nouvelle tour est livrée, elle est par définition la meilleure au niveau de tous les labels de performance, etc. Il y a même des zéro carbone maintenant. Mais comme c'est un écosystème, par définition, elle impacte les existantes, les anciennes, les déclassées. Ouais. Et puis la question est donc il faut réinvestir, il faut faire des capex, comme on dit dans notre jargon, sur les anciennes. Mais il faut que l'économie marche, parce qu'à un moment, les loyers, ils sont ce qu'ils sont. Les loyers, c'est ce qu'ils sont. Donc il y aura cette barrière-là.
Oui. Mais ce que je veux dire, Gilles, c'est que tu vas avoir une consommation des mètres carrés ou des bureaux qui sera plus courte, mais le revenu par mètre carré sera plus élevé. Et là, de nouveau, coworking a été précurseur pour tout ce qui est flexibilisation. En Belgique, c'est 2% du marché qui est vraiment flexible workspace. À Paris et Londres, c'est déjà 17-18%. Et ça va encore augmenter. Et ces gens-là, ils payent nettement plus d'un mètre carré que ce qu'ils payent dans un espace conventionnel. Je suis d'accord. Et c'est la complémentarité. Donc un siège plus réduit probablement, la flexibilité plus chère. Non, c'est parce que j'écoute mes deux collègues et néanmoins amis. Fait respectable et c'est normal, c'est leur business où on a l'impression que c'est du prix au mètre carré, de la rentabilité, de la technologie. Alors, je pense par rapport à ceux qui nous écoutent et tout, c'est plus un problème de ressources humaines en fait, aussi, dont on parle peu. On parlait des mètres carrés effectivement du fait du télétravail 1 à 2 jours, mais il y a aussi, on l'a toujours vu dans toutes les crises, il y a une baisse simplement des gens qu'on engage. Il y aura une baisse de l'emploi qui va se manifester, qui se manifeste déjà. Enfin, là maintenant, l'économie est sous cloche, puisqu'il y a le chômage corona et tout. Donc, il n'y a pas une vérité des prix, ni etc. Mais à un moment donné, on va voir quand même une diminution, une augmentation du chômage ou que sais-je. Et donc là, ça jouera aussi en termes de pression. Après, maintenant, moi, si je vois le point de vue du locataire, je ne regarde pas de celui qui est propriétaire, etc., qui a d'autres contraintes. Quoique, je me pose la question, mais là, je regarde Gilles et Léo. C'est vrai que le rendement va sans doute diminuer pour les propriétaires de ce genre de biens et tout. Mais les taux d'intérêt sont à 0%, et donc il n'y a quand même pas d'alternative à part la bourse. Donc voilà, alors ils vont devoir mordre sur leur chic et prendre un rendement qui sera moindre. Voilà, il faudra les habituer à ça. Et puis pour le reste, moi j'avais l'impression aussi, les aspects de ressources humaines, on n'en parle pas assez, mais ils sont importants aussi, parce que je ne sais plus qui d'entre vous disait à un moment donné, oui, c'est vrai qu'en fait, c'est quoi le bureau de demain? On est à peu près sûr qu'il sera hybride. Il y a des gens qui viendront toujours au bureau, et puis d'autres qui, X jours par semaine, seront chez eux. On est d'accord. Mais il y a aussi des éléments psychologiques qui vont jouer, et c'est pour ça que je dis que c'est aussi une affaire de ressources humaines, dans le sens où... aux États-Unis, ils disent souvent quand on n'est pas autour de la table de négociation, c'est qu'on est dans le menu. Et ici, je dirais, c'est quand on est loin, parce qu'il y aura quand même un divorce entre ceux qui seront au siège, on va dire, où le patron est là, et il les voit, avec tout l'aspect informel, et puis ceux qui n'y sont pas ou très peu. Donc un nouveau plafond de verre. Un nouveau plafond de verre, hommes et femmes, celui-ci. Il n'y a rien à faire. La promotion au sein d'une carrière, elle se fait aussi par beaucoup de choses informelles. C'est pas simplement une course de QI ou de diplôme. Et donc là, ça pourrait être aussi... Donc là, c'est aussi très important pour les DRH de faire en sorte que le bureau de demain ne crée pas de nouveau des inégalités ou un accroissement d'inégalités. Voilà. Oui. Et avec ce point-là, en particulier pour les jeunes. Oui. Parce que le bureau, la communication est aussi fondateur d'une certaine forme de culture d'entreprise. Et nous, on voit, donc avec ce télétravail qu'on a tous fait, avec les anciens collaborateurs qu'on connaît depuis toujours, c'était relativement simple. Mais les nouveaux, les stagiaires, les jeunes recrues, dans un monde qui est trop télétravail sans présence physique, c'est extrêmement compliqué de les faire entrer et adhérer à une culture qui se transmet de manière presque informelle aussi, mais par la proximité. Et alors, Gilles a tout à fait raison. Je rebondis là-dessus parce que le problème, alors je vais de nouveau non plus pas citer le nom du patron en question d'une très grande banque. Sa grande difficulté aujourd'hui, mais toutes les banques, c'est comment je vais faire revenir les gens au bureau, parce que certains se sont habitués. Et donc, à un moment donné, se pose aussi la question même du contrat de travail, parce que on va... Allez, je dirais à partir du moment où les gens abusent ou pas abuser, je ne sais pas si c'est le bon terme, du télétravail, quelle est la différence entre il ou elle et un indépendant ? Donc je pense déjà que le regard des patrons va changer sur les freelances. Les freelances, avant, c'est des drôles d'animaux, comme ça, un peu bizarre, on n'aimait pas trop parce qu'on n'avait pas de contrôle sur eux. Aujourd'hui, finalement, quand les gens sont à distance, c'est des freelances, sauf parce que le contrat de salaire était basé sur l'unité de lieu, un peu comme dans le théâtre, c'était un lieu, et puis on vous payait le nombre d'heures, 40 heures. Je sais que c'est stupide, mais c'est ça. Le contrat de travail, il est marqué le nombre d'heures. À partir du moment où la personne n'est pas là, elle est loin, est-ce que je dois travailler avec lui ? Est-ce que je ne peux pas travailler à façon, à mission, etc. Donc ça pose un problème. Et il y a aussi Gilles représente une institution vénérable et importante qui fêtera ses deux siècles, je crois, l'année prochaine, je pense. Voilà. Mais il y a aussi la motivation. Ça va poser beaucoup de questions, même pour les managers. Absolument. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la culture d'entreprise, sinon
on transforme les salariés en mercenaires et en indépendants. Et ça peut être aussi la tentation d'un certain nombre de patrons de dire finalement, est-ce que j'ai peut-être besoin d'un carré, un groupe vraiment fort de salariés, et puis le reste, je travaille comme quand on fait un film. Le réalisateur, il a une idée, il y a une équipe qui se réunit, on travaille sur le projet pendant 4 mois, et puis après on se sépare, on a fait le film, c'est bon, et puis je refais un autre film. Il est clair que le bureau, ça sert à quoi un bureau ? Avant, on allait au bureau pour recevoir les ordres de son patron. On allait au bureau pour recevoir sa pelle ou la machine-outil. On allait au bureau pour avoir un toit. On allait au bureau pour avoir une culture d'entreprise. Et donc aujourd'hui, finalement, quand on est entrepreneur ou quand on est indépendant, on est son propre patron. On a son propre ordinateur. On a son propre coworking qui coûte 250 € par mois et on a plus qu'un toit. On a de la fibre optique, et ainsi de suite. Donc finalement, aujourd'hui, le bureau, il a un petit peu perdu de ses... Oui, vous avez tout à fait raison, d'où la raison de trouver une justification pourquoi faire déplacer les gens, parce que demain, effectivement, ils vont revenir, mais et on peut avoir une sorte de grogne sociale en disant je viens ici, notamment les bullshit jobs, on va se rendre compte qu'à un certain moment, il y a un problème. D'où la question aussi, mais ça, c'est pas du tout mon domaine, je regarde dire que l'aménagement, il y a fait allusion. C'est vrai que je lisais un article il y a quelques semaines, Jacques Attali, que tout le monde connaît, et il disait, mais est-ce que les bureaux de demain et les sièges centraux, surtout des grandes boîtes, etc., ne vont pas devoir s'inspirer du code de l'hôtellerie de luxe ? Exactement. Parce qu'on y ira, pourquoi ? Pour brainstormer, donc ce que Dirk appelait la créativité tout à l'heure, sans doute pour des événements sociaux, social event pour anglais, et alors peut-être aussi pour faire de la formation, parce que maintenant on envoie nos employés, on les envoie à l'extérieur faire la formation, mais si on veut avoir une valeur ajoutée, peut-être qu'on va dire on va la faire in-house, quoi. Et hybride, effectivement. Ouais. Bruno Ronce de chez Community, est-ce que dans cette évolution du bureau qui va de plus en plus vers les codes de l'hôtellerie, où on est nourrissant intellectuellement, où on est nourrissant, je veux dire tout simplement en offrant un chouette menu le midi, est-ce que Community qui développe des plateformes, qui développe des outils de confort, est-ce que vous allez nous faciliter la vie quand on va quitter notre domicile privé et qu'on saura avant d'arriver au bureau où se trouve notre place de parking, quel menu on va manger le midi, ce sera sans gluten, dans telle salle de réunion, est-ce que vous allez nous aider ? On va essayer. Il fait tout ça. J'espère. Bravo. On fait du massage et des massages. Ça, c'est le bonus. Ou c'est mon inspiration et j'y crois. Non, mais d'abord, je suis d'accord avec Hamid, on ne sait pas. Quand c'est par là, parce que j'ai entendu quelques certitudes autour de la table, donc je sais que je ne sais pas. Et je sais que nous ne représentons pas non plus l'ensemble de la population, et qu'on est peut-être tous nomades et équipés technologiquement et d'un certain niveau social, et que peut-être que d'autres populations ont des besoins primaires très différents des nôtres. Mais en tout cas, on peut essayer de s'adapter à des tendances profondes de société. C'est vrai que je ne suis pas trop bien placé pour parler mètres carrés et rentabilité, mais parler de l'individu et de son comportement et de ses besoins. Et je pense vraiment que la tendance de fond de la société, on parle de nous en tant que consommateurs, on a adopté plein de codes, les codes du B2C, on commande son repas, son véhicule, son film, envahissent la sphère professionnelle de plus en plus, et qu'on vient avec des exigences qui sont plus de consommateurs, mais d'utilisateurs, de l'employé, comme on dit, qui va imposer, à mon avis, ses attentes et ses aspirations à son employeur. Et donc lui, il veut de la flexibilité, c'est le mot qui est sorti plein de fois. Il veut pouvoir choisir ce qui lui convient au moment où il en a le besoin. Donc c'est l'instantanéité, à mon avis, de son besoin, égocentré, individuel. Et pour ça, il veut des outils, il veut de la flexibilité, de l'efficacité, il faut que ça marche. Et ça doit refléter son désir personnel. Et je crois que le devoir des employeurs pour attirer les générations Z, mais attention, pas que, c'est d'offrir justement une panoplie de solutions, de services, comme disait Dirk, qui vont pouvoir lui donner toute cette flexibilité. Et donc je pense vraiment que, de nouveau, je ne sais pas, mais qu'une des tendances pourra être drivée par l'utilisateur final qui va être de moins en moins tolérant pour un peu d'immobilisme de son employeur. Et là, on était en première ligne avec des grands groupes comme BNP et des institutions publiques. On les voit faire un saut quantique en termes de mentalité, de policy interne, qu'eux-mêmes freinaient, mais qui sont un peu imposés par le comportement de leurs propres employés. Et ceux qui n'y répondent pas vont se faire déclasser, et le choix des jeunes générations de leur employeur peut être sur des critères non seulement RSE, mais
tout ce que vous m'offrez comme menu chinois de panoplie digitale, d'app, d'outils de réservation, de planification pour rendre ma vie la plus agréable possible. Donc demain, que ce soit clair, je quitte mon appartement ou ma maison, je vais dans ma voiture, je clique sur mon app et je sais tout de suite quelle place, là où je vais garer ma voiture, à quel niveau dans le garage, proche de l'ascenseur, loin de l'ascenseur. Comment ça va se passer concrètement? On est plutôt sur un modèle le plus mutualisé possible et le plus équitable possible, okay, pour laisser à tout le monde le choix d'acquérir. Par exemple, en début de Covid, ArcelorMittal, quartier général au Luxembourg, avec un parking uniquement pour des gens qui avaient une place nominative, senior management, cadre supérieur. Tous ces gens-là étaient en télétravail et il y avait toute une série d'employés, la masse de gens, la majorité des gens qui n'avaient pas accès à ce parking, mais qui ne voulaient pas prendre le transport public pour des raisons sanitaires. Ils ont fait éclater leur policy, ils sont passés à un modèle totalement flexible, d'attribution automatisée des places de parking à n'importe qui. Je ne vous le cache pas qu'il y aura encore des priorités pour certains par rapport à d'autres, mais tout ça a été automatisé dans un système d'attribution dynamique. Et en effet, le besoin auquel ça répond, c'est la prédictibilité. On sait à l'avance si une place nous attend, et ça nous permet de répondre à des enjeux sociétaux. Parce que si on sait qu'on a une place de parking, un bureau qui est réservé, etc., on peut télétravailler le matin de la maison et n'aller au bureau quand il faut aller dans ce lieu, après, par exemple, les embouteillages du matin. Et on sait très bien que le matin, beaucoup de gens qui circulent dans Bruxelles, c'est des gens qui cherchent une place de parking, qui essaient d'arriver à l'heure pour la réunion de 9h, etc. Et je crois qu'il y a une transformation de la relation au travail, quand travail veut dire aller au travail. Et donc, si on peut avoir un mix, même au sein d'une même journée, d'interdire les réunions avant 11h du matin, de laisser tout le monde télétravailler et de distribuer le pic de charge, j'ai envie de dire, tout au long de la journée et de les faire rentrer chez eux parce qu'ils savent qu'ils auront l'efficacité d'avoir leur place qui les attend, on peut déjà résoudre une grande partie des problèmes de l'accessibilité dans les grandes villes, j'ai l'impression. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? Comment ça se passe dans votre superbe flagship à côté des Beaux-Arts? Ou de la gare centrale, ça dépend comment on va les choses. Oui, c'est plutôt ça d'ailleurs. Est-ce que ta place est réservée à côté de l'ascenseur? Monsieur Mollet. Parce que je ne travaille pas à Bruxelles, mais les Beaux-Arts sont importants pour BNP Paribas Fortis, parce qu'on a un partenariat traditionnel, mais la gare centrale est très fondamentale. Mais ces sujets-là, et c'est la beauté de l'immobilier. Parce que le mode de l'immobilier, c'est vraiment la vie, parce que ce sont des enjeux culturels presque de civilisation, y compris la reformulation du mode du travail et du mode de salarié, parce que ça s'apparente de plus en plus à une prestation de service d'indépendant où on donne ses talents et on est dans une formule à la carte. Alors, ça ne va pas marcher pour tout le monde et ça implique des changements culturels au niveau du management qui sont fondamentaux. On est au début de ça, je pense, on est au début de ça. Mais l'accélérateur de voir de nouveau cette période d'un an qu'on a, un an, un peu plus maintenant, qu'on a vécu, évidemment, il y a eu un accélérateur dans les mentalités des senior managers. Le management à la française, que je connais assez bien, honnêtement, était encore plus réticent que le management belge. Moi, je dois aller voir pour les contrôler. Je dois aller voir pour les contrôler. C'est très féodal. C'est un système donc très hiérarchique. Mais on a vu quand même le test live que ça a constitué, en dépit de tous les malheurs que évidemment cette pandémie provoque, à la fois d'abord au niveau sanitaire, humain, et économique, bien sûr, mais au minimum, cet aspect de faire évoluer les choses. Vous parlez de management à la carte, on n'est pas loin du code B2C, du pay-per-use, par extension, et on voit que pas mal de grandes entreprises belges, bruxelloises pour ne pas les nommer, vont même aller jusqu'à refacturer l'usage de leur parking corporate qui est fondamentalement sous-dimensionné par rapport au nombre de gens qui doivent se rendre dans ces bâtiments. Ils vont le transformer ça en modèle de paiement à l'usage. En sachant que c'est un bien rare qui doit être partagé et qui doit qui a une valeur qui n'est plus le côté obscur, c'est le cas de le dire, dont personne ne veut entendre parler, par exemple. Éric Cambier, je vous regarde parce que je me dis, c'est vrai que évidemment c'est Édouard Cambier. Pourquoi je dis Éric? Décidément, c'est pas mal, c'est vrai. Non, effectivement, depuis tout à l'heure, on parle des bureaux, de l'avenir des bureaux, donc de l'avenir du travail. Il faudrait pas forcément, on parle des défis, donc qui dit défi dit problème. Il faut quand même rappeler, en dehors des aspects sanitaires qu'on connaît tous et qui sont malheureux,
c'est que ce ne sont que des bonnes nouvelles. Hein. On va gagner du temps, moins d'embouteillage, moins de pollution, plus d'inclusion de femmes, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui montrent qu'une partie des femmes ont dû interrompre leur carrière à cause du présentiel, et que donc là, évidemment, grâce au télétravail, ça sera quelque chose qui se verra moins, je l'espère, dans l'avenir et de ça. En fait, c'est un défi pour qui ? Pour les proprios, pour les loueurs, et pour les DRH. Mais les autres, c'est-à-dire l'immense majorité des gens qui nous écoutent, ça va être à mieux pour eux. Hein. Faut juste le rappeler. Oui, puisqu'en fait, dans le bouquin qu'on a coécrit avec Jean, avec Emmanuel qui est là, et Ami dans Commercy, et Dirk aussi pour votre intervention dans ce livre Work and Roll, un des intervenants qui s'appelle Mark Gilbert, qui est le patron des coworking mondiaux et qui a en même temps lancé une application qui s'appelle Liquid Space. Il n'arrête pas de nous vanter les mérites de cette application qui permet d'aller travailler où on veut, quand on veut, une demi-heure, une heure, une demi-journée, un peu partout dans le monde. Et il a même inventé le mot pic. Il parle de pic immobilier. Donc, d'après lui, comme en fait on ira un peu moins au bureau, on travaillerait un petit peu plus à la maison et un petit peu plus dans ces tiers-lieux, il est en train de nous dire, dans les conférences TEDx, qu'on a atteint ce pic immobilier qu'on ne va plus construire dans les grandes villes. Peut-être que je me retourne vers Dirk Palling, qui est le patron de Work Hero. Qu'est-ce que vous pensez de son motto au niveau du pic immobilier, un peu comme le pic oil? Oui, on va certainement encore construire beaucoup dans les villes. Ça c'est sûr. Bonne nouvelle. Mais ce sera différent. Bon, je ne vais plus répéter ce que j'ai dit par rapport au Green Deal, donc c'est très important. On va rénover beaucoup de bâtiments qui sont d'une qualité nettement meilleure et qui seront focused end user. Ça veut dire, j'en reviens à vous, Amit, où on va vraiment penser à qui va occuper le bâtiment et donc l'employé de la société, et plus comme c'était avant, le patron de la société qui signe un bail, qui dit voilà, moi j'ai fait un choix, on va aller là-bas. Donc il y aura la qualité du bâtiment, et je pense qu'au niveau des bâtiments en général ou de l'utilisation de l'espace, cela veut aussi dire que tu pourras attirer les meilleurs talents. Donc celui qui va être dans ce type de bureau sera valorisé plus attractif, et il sortira gagnant de cela. Comment réagissent les lecteurs de Trends Tendance ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Très bonne question. J'en sais rien. Mon cher Edouard et pas Eric. Non seulement parce qu'on les a pas sondés, je les ai pas sondés dans leur cœur et dans leur rein. Non, mais j'en rencontre régulièrement aussi à travers mon autre casquette du Cercle Libre. C'est à peu près les thématiques qu'on a évoquées ici. Aujourd'hui, c'est plutôt, je crois que, en fait, de nouveau, la métaphore tout à l'heure, quand le serpent mule est aveugle. Allez, 2020, si on devait la résumer, c'est quoi ? On a fait preuve de résilience et on a fait face à l'adversité. Et maintenant, on est tous en train, d'ailleurs, la preuve de ce débat aujourd'hui, c'est de construire un modèle, alors pour utiliser un grand mot, pérenne, qui va durer. Et on est là-dedans, en fait, aujourd'hui. Et on sait très bien que ça va durer, puisque le bureau va rester. Pour une simple raison, c'est qu'il faut un lieu social. Sinon, on va se retrouver avec une armada de mercenaires. Alors après, ils viendront 3 jours, 4 jours sur une semaine. Mais fondamentalement, le bureau va rester. C'est ce que je comprends, de ce que j'entends, de ce que je lis. Alors, il va peut-être être réaménagé autrement. Et il va avoir une autre fonction, pour justifier la venue des gens. Voilà, mais il y a beaucoup de gens aussi. Enfin, n'oublions pas, tout le monde n'habite pas à Bruxelles et Anvers ou à Paris, ou je ne sais pas quoi. Les autres sont toujours à une distance raisonnable. Tout le monde ne se tape pas, si vous me permettez l'expression, 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi. Donc là, les autres, ils ont un trajet normal. Et on le voit aussi dans beaucoup d'études, c'est que les gens ont besoin aussi de cette dissociation entre boulot et travail. Et donc on se rend compte que le trajet boulot, maison, travail, c'est une transition nécessaire. Parce que tout à l'heure, Gilles, il faisait allusion du Zoom, fatigue, etc. Et c'est pour ça que c'est aussi un gros problème DRH, parce qu'on le voit, déjà la plupart des cadres ne sont pas toujours des bons managers, on le voit dans la réunion aiguë, parce qu'on sait que 60% des réunions ne servent à rien, sauf que maintenant elles sont virtuelles, donc c'est encore pire. Et d'ailleurs, il suffit de regarder des réunions qu'on vous cale à 14h, avant vous n'aurez jamais calé une réunion à 14h, on leur dit 14h30, parce qu'on partit du principe que vous avez peut-être déjeuné quand même à l'extérieur, hein. On n'est pas des sauvages quand même, hein, Edouard. Et aujourd'hui, non, on vous cale... votre caméra. Exactement, c'est insupportable. C'est assez dramatique, et donc il y a toute une éthique, une étiquette aussi à retrouver. Et donc pour moi, c'est vraiment un défi pour les proprios, c'est pour les locataires, mais en même temps, comme disent les Chinois, crise égale opportunité, donc ça peut être aussi ça, mais sinon pour les autres, ce ne sont que des bonnes nouvelles, hein. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la ville aussi en général ? On a parlé bâtiments, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la ville ? Est-ce que demain ou après-demain, on n'aura dans les villes que des expatriés et des jeunes ?
puisque certaines personnes vont pouvoir travailler calmement à la maison, sur Zoom ou sur d'autres plateformes. Qui peut prendre le lead là-dessus? Comment vont évoluer les villes, d'après vous? C'est pour ça que c'est passionnant aussi, parce que c'est des sujets tellement larges. On a financé un projet récemment à Francfort. Francfort, c'est pas la ville la plus attractive, a priori, quand on ne la connaît pas. Je ne la connais pas très très bien. Mais on s'est rendu compte que ce bâtiment, non seulement était bien localisé par rapport aux gares, mais surtout il y avait un environnement dans lequel il y avait des magasins, il y avait des restaurants, il y avait des clubs de sport et il y avait une vraie vie. Et donc le degré d'acceptabilité, de retour, d'attractivité du bâtiment, mais dans son écosystème, plus que le bâtiment lui-même, était important pour les décisions par rapport à des grandes tours un peu isolées, qui ferment à 7 heures, c'est le grand désert. Il y avait une vraie vie. Et ces dimensions mixtes, et donc là, ça devient de la sociologie urbaine, presque à la limite. Et ça, c'est quand même des vastes questions. Et on voit dans les quartiers de Paris, il y a des quartiers où les jeunes, c'était l'époque pré-Covid, bien sûr, mais c'est important parce qu'en plus, ils voient leurs copains, ils vont déjeuner avec leurs copains. Donc c'est un microcosme. Toutes ces start-up, ils se mettent ensemble près de la bourse du quartier Opéra. Ils sont tous ensemble, ils sont tous dehors et puis ils vont tous prendre un verre le soir. De nouveau, c'était avant, mais ça reviendra, ça. Donc ça s'inscrit dans une logique urbaine. Absolument. Qui est fondamentale. Et ça, alors il faut regarder Bruxelles. Et Bruxelles a sa propre complexité. Et évidemment, on voit que le transport public ou la mobilité partagée, ça ne remplace pas la voiture. C'est pas si facile. D'ailleurs, les modèles économiques des sociétés qui viennent avec de la mobilité partagée ont difficile à tenir. Donc, il faut absolument régler le problème de la voiture. Ça reste quand même le joujou chéri des Bruxellois. On voit que les gens veulent prendre le vélo. Beaucoup de gens ont acheté des vélos. On a les pistes cyclables qui sont apparues. Mais à un moment, il faut réduire d'au moins 25% l'usage de la voiture, surtout dans le milieu professionnel de ceux qui se rendent à leur bureau. Et donc, il n'y a pas le choix. Il faut combiner télétravail, tiers-lieux, en périphérie des villes, et une sorte de lissage sur les jours de la semaine de ces fameux jours de télétravail. Parce que quand j'entends un client qui me dit « Oui, mais on a un jour de télétravail », tout le monde a pris le vendredi, par exemple. Donc, on a un vendredi ville fantôme, et puis après, ou bien alors le mercredi si on a un deuxième jour. Non, il faut que ce soit dynamiquement distribué, organisé, pour que ce soit lissé tout au long de la semaine et que le problème ne soit pas résolu que pour un jour sur 5. Mais Gilles a raison, il dit c'est évidemment à travers le bureau, l'avenir du travail, en fait on touche à tout, on touche vraiment à tout. Alors votre question c'était les jeunes, oui, les jeunes, alors les expats. Les expats, j'en sais rien d'ailleurs, quand on voit maintenant que la Commission européenne, Gilles Pellet en préambule avait démarré en disant effectivement la Commission européenne veut réduire les mètres carrés, etc. Voilà. À terme, ça va poser des tas de problèmes à toutes les sandwicheries autour du quartier européen, les coiffeurs, etc. Donc ça, c'est encore un autre souci. Pour les jeunes, ça dépend. Enfin, non, si c'est une grande ville, c'est le prix du mètre carré aussi pour le logement. Alors là, on n'est pas dans le bureau, mais les deux sont liés. Je sais qu'à un moment donné, une des raisons, par exemple, que beaucoup d'économistes connaissent, qui explique par exemple que la démographie en Italie est plutôt en berne, plutôt en baisse, c'est le prix de l'immobilier qui est excessivement cher, et on dit toujours que le prix de l'immobilier c'est le meilleur des préservatifs, donc c'est un peu dur comme mais voilà, mais c'est la même chose. Et donc là je vais peut-être être incorrect politiquement par rapport à certains partis, mais le mètre carré, c'est aussi la disponibilité d'un certain nombre de logements à des prix raisonnables. À Bruxelles, ça devient de plus en plus compliqué. On le voit avec les banquiers aujourd'hui, parce qu'il y a cette pression aussi de la Banque nationale. 30 000 euros. Une chambre à Bruxelles en plus, c'est 30 000 euros. Le mètre carré. Non, 30 000 euros, une chambre. Donc c'est 3 000 euros le mètre carré. Oui. Et donc il faut une chambre de 10 mètres carrés. On est à 30 000 euros à sortir pour pouvoir avoir une chambre supplémentaire. Sauf que quelqu'un qui est jeune aujourd'hui et qui n'a pas les moyens ne peut pas y avoir accès, puisqu'aujourd'hui les banques, toutes les banques, et c'est interdit, je veux dire, on ne peut plus financer 100% d'un bien. Donc il faut qu'il y ait un coup de pouce des parents qui doit donner à peu près grosso modo 30% de ce montant-là. Donc si on n'a pas des parents aisés ou voilà, c'est pas évident. Et en fait c'est dommage parce que je regarde les spécialistes de l'immobilier autour de nous, mais moi quand j'en parle avec des amis économistes, mais en fait s'il y a un bien qui n'est pas rare, c'est l'immobilier.
parce que c'est des terrains. Et c'est là où certains discours politiques m'embêtent, parce que finalement, ceux qui ont les terrains, c'est les villes et les communes, mais ils ne veulent pas les lâcher, c'est le cas de le dire, parce que c'est une source de rentrée pour eux. Et puis, alors, c'est vrai qu'on pourrait diminuer la pression sur le mètre carré pour le logement en bâtissant un peu en hauteur, sans défigurer notre ville, hein, c'est pas ça. Mais... Et là aussi, de nouveau, des pressions. Donc, en fait, les jeunes sont privés d'un premier logement, on appelle les primo-accédants, pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons politiques. C'est terrible. Enfin, ouais. Dirk? Ouais, je pense que ta question est très, très, très intéressante. Parce que pour les jeunes, c'est clair, il y a l'attirance toujours pour la ville. Ça c'est sûr. Je le vois parce que moi j'ai eu les jeunes, c'est le pétrole d'hier. C'est la même chose. C'est bêtise de manière anonyme. Hein, non, mais c'est plutôt parce que ils ont tous l'impression que c'est en ville que tout se passe. Nous, on habite en Flandre, fin fond de campagne, mais ma fille de 18 ans, elle pense que tout se passe en ville. Il faut être dans la ville. Maintenant, c'est pas si bête que ça, parce que la ville, c'est aussi le lieu, même quand on parle de bureau, où des choses se passent, où des choses sont créées, où des idées naissent, et où tu as, pour utiliser un grand mot, un centre d'innovation. Pour moi, c'est dans une ville que ça se concentre, les talents, et c'est là que se passe l'innovation. Alors tu as un défi qui arrive maintenant, et la Commission en est très très consciente, c'est qu'on va avoir maintenant des villes qu'on appelle Tier 1 cities and Tier 2 cities. Alors au total, en Europe, il y a à peu près 475 villes, clusters, qu'on a analysées, et il s'avère qu'il n'y a que 47 de ces 475 villes qu'on pu vraiment dire que là se concentre l'innovation. Donc tu as beaucoup de villes qui sont en train de perdre leur attirance. Et on est en train de lancer, à la Commission, ils sont en train de lancer tout un programme pour relever ces Tier 2 cities. Post-pandemic, avec le fait qu'on peut travailler un peu plus de n'importe où, ça c'est de la bonne nouvelle pour les Tier 2 cities, parce que les gens auront les moyens de s'acheter des choses dans un tier city, et le talent ne sera pas limité à aller dans les plus grandes villes où se passe l'innovation, c'est la plus grande partie de l'innovation. Bruxelles, by the way, un exemple en Belgique là-dessus. Donc Bruxelles fait partie de Tier 1 ou de Tier 2? Tier 1. Tier 1. Ouais, et un exemple peut-être en Belgique de Tier 2, est-ce qu'on est plutôt sur Malines? On est sur Nivelles? C'est quoi Tier 2? Non, Tier 2, tu parles Anvers. Ah, c'est Anvers. Ouais. Et puis c'est tout. Ouais. Et puis le reste c'est Tier 3. Donc non, mais je parle de pôle d'innovation. Hein. C'est ça. 470 villes analysées, pôle d'innovation, il y en a 47. Et ça c'est Munich, ça c'est Paris évidemment, il y a Londres. Mais c'est là où ça rejoint, je pense, les bonnes nouvelles du télétravail il va perdurer bien entendu, c'est qu'on peut aujourd'hui, ça de nouveau, je reviens vers le DRH qui est hyper important même s'il n'est pas autour de la table, c'est que ça va lui permettre d'attirer aussi des talents qui avant ne venaient pas parce qu'ils étaient pas à proximité. Et on pourrait même aller plus loin, c'est qu'on peut travailler avec des gens qui ne vivent même pas en Belgique. Puisque dans les mentalités, on se dit finalement pourquoi pas. Donc ça ouvre beaucoup d'opportunités. Aussi pour les femmes, pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure. Donc moi je vois ça très positivement, en dehors des contraintes que vous pouvez avoir. Hein. Donc il n'y a pas de DRH autour de la table ici aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils étaient tous autour d'une table avant-hier. Et demain, on aura tous les spécialistes de la mobilité urbaine. Magnifique. Et donc on a 3 débats dans le cadre de Bessie et du Work Lab qu'on a lancé cette semaine, qui est un programme pour 3 ans. Donc on va papoter pendant 3 ans et essayer de trouver des solutions. Donc on n'est pas dans le think, on est dans le do. Et aujourd'hui, on va essayer de ressortir avec quelques idées le plus concrètes possible pour l'immobilier de demain en Belgique et sur Bruxelles. Magnifique. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ces Tier 1 et ces Tier 2. Je me souviens qu'en créant un écosystème il y a quelques années qui s'appelle CoStation, le lieu était défini par la population. Et la population qui était dans ce lieu me disait, nous, ce que l'on veut comme endroit, c'est un endroit où on peut manger 24 heures sur 24. Pourquoi ? Parce que quand on code, parce qu'en fait le pétrole c'est quoi ? Ce sont les programmeurs, les développeurs. Quand on code, on ne peut pas coder pendant 5 minutes entre 2 emails. On code comme quand on crée un morceau de musique. On doit planer. Pour faire du bon code, on doit planer. Et donc quand on plane, on est parti pour 3-4 heures. Et quand on plane pendant 3-4 heures, peut-être qu'il est 10 heures du soir. Et à 10 heures du soir, on a envie de pouvoir rentrer, sortir du bâtiment, on veut pouvoir manger. Et donc c'est pour ça que l'attractivité des villes est importante. Et qu'on ne retrouve pas des villes vivantes en tier 2 ou tier 3. Et donc c'est un petit peu ça pourquoi le centre-ville, le cœur de Bruxelles, ce qui tourne autour de la Grand Place, a
eu énormément de succès jusqu'avant le Covid et retrouvera pour moi beaucoup de succès dans les mois qui viennent. Mais il y a un deuxième élément important dans cela, parce que c'est aussi une question d'argent. C'est aussi une question d'argent parce que c'est typiquement les villes qui ont le plus d'argent où ils vont mettre le plus d'argent pour créer les conditions sur lesquelles on peut attirer les sociétés les plus innovantes. Donc pour une Tier 2 City, un budget il est moins élevé, donc forcément ils ont plus de problèmes à attirer de l'innovation. Et c'est pour ça que la Commission va libérer dans la législation suivante maintenant, les 5 ans, plus de budget à donner pour les Tier 2 Cities à attirer des talents. Tout à fait. Talents. Exact. Des talents. Ouais. En même temps, s'ils offrent une qualité de vie, des espaces publics performants, etc., ils n'ont pas nécessairement besoin aussi d'argent. Donc ça peut être aussi une forme d'attirance aussi pour des gens plus motivés. Oui, mais c'est tout bête. Mais vous seriez étonné du nombre de bâtiments qui sont sous alarme à partir de 6 heures du soir. Et où il y a un agent de sécurité qui arrive avec son chien et qui va garder le bâtiment fermé jusqu'au lendemain à 7 heures du matin. Ça a l'air des petites choses, mais dans ces bâtiments-là, vous ne pouvez pas mettre certaines populations qui doivent créer, innover, j'ai envie de dire 24 heures sur 24, jour et nuit. J'avais encore une petite question concernant... concernant, par exemple, Proximus, on va faire un rapide calcul. Je reviens un petit peu aux chiffres de Gilles Pollet du début. 12 700 000 m² sur Bruxelles, 7,5% d'espace vacant, vide, avant le Covid. Si je calcule bien, et si on prend 50% des travailleurs tertiaires qui passeraient au télétravail après le Covid. Donc on prend 50% des gens qui ne faisaient pas de télétravail et qui vont en faire après le Covid. Donc 50% des télétravailleurs qui passent en télétravail. Et si on passe on va dire de 1 jour de télétravail à 2 jours qui devrait être la moyenne sur Bruxelles, on passerait plus de 7% de bâtiments vides, mais à quelque chose comme 19-20% de bâtiments vides. 20% de bâtiments vides sur Bruxelles, ça fait quelque chose comme 2 millions de mètres carrés. Ça correspond à une 45 bâtiments de Proximus vide. Ça vous fait peur, vous, en tant que... C'est majeur. Oui, c'est majeur. Il vaut mieux le savoir que... C'est pour ça qu'il y a l'équation économique qui est quand même claire. Parce que ça s'appelle une crise immobilière. Ça. Parce que non seulement il y a 20% de chômage locatif dans cette hypothèse, mais ça impacte les 80 autres pourcents, parce que le rapport de force entre le locataire et le propriétaire, évidemment, il est radicalement différent. Et il va changer, je pense. Donc, je pense, honnêtement, sur Bruxelles, de nouveau, on est sûr de rien. Absolument, on est sûr de rien, mais quand même une hypothèse quand même assez forte, c'est que le stock de bureaux, avec ce dont on vient de parler, il est probablement excédentaire, et les reconversions, parce que la pression démographique bruxelloise, elle reste là, elle est structurelle. Et de nouveau, une question d'équation économique, parce qu'on va faire des prix de vente résidentiels, il faut acheter l'existant, tout casser, tout refaire, et pour sortir à 4 000 €, 5 000 € le mètre pour du haut de gamme. Bon, on ne peut pas aller beaucoup plus haut, parce que de nouveau, sinon, il y a le pouvoir d'achat simplement de la population, des habitants. Et donc, des systèmes d'aide ou des systèmes de subsidiation pour ça, c'est de nouveau des vastes questions. Mais l'ordre de grandeur dont vous parlez, c'est pour ça que c'est significatif. Et à la différence peut-être d'autres alors métropole, je ne veux pas faire dire Paris, Londres et Bruxelles, on connaît ça, parce que là, il y a quand même une attractivité telle que dans le centre de Paris, la vacance locative, c'est zéro. Dans Paris intramuros, c'est zéro, ça n'existe pas. Et il y a encore des projets qui se font, parce que même si ces éléments-là se passent, et puis il y a aussi des gens qui réfléchissent à dire je vais travailler moi à Chartres, à Angers, pendant 3 jours par semaine, puis je prends un appartement à Paris plus petit que ce que j'avais avant, j'ai une qualité de vie qui est bien meilleure, mes enfants ils vont à l'école, il y a un grand air, un jardin, etc. Bon, c'est des questions qui commencent à se poser. Mais l'attractivité des grandes villes, avec cette différenciation dont vous parliez, le tier 1, et avec le risque, si on n'aide pas ça, que the winner takes it all, il y a une attractivité, parce que donc, du coup, il y a une taille critique, et le succès va au succès. Mais voilà.
Vaste question. Je crois qu'il nous reste encore une petite minute, quelque chose comme ça. Moi, j'aimerais donner la parole à Bruno Ronce, qui lui nous parle d'humain, Il a remis l'humain au centre de sa start-up et de sa grow-up. En tout cas, dans l'immobilier, même si vous ne l'avez pas senti ces dernières années, on est quand même passé du mètre carré au flex desk, aux membres. Aujourd'hui, de plus en plus, peut-être pas encore au niveau dans tout le secteur, mais en tout cas dans certains sous-secteurs de l'immobilier, on parle de membres. Et donc, du coup, on écoute ce que veulent nos locataires. Comment est-ce que vous allez remettre, vous, le consommateur du bâtiment de demain au centre du jeu? Déjà, c'est lui donner les outils pour qu'il puisse être maître de son destin. Et donc, en effet, je pense que, sans avoir toutes les réponses, une partie des changements vont être drivés par sa capacité à déclarer ses intentions, à se révolter, à accepter ou ne pas accepter, à être tolérant ou pas par rapport à ce qu'on lui offre, pouvoir public, employeurs et autres. Et je crois que ce sont donc ces aspirations profondes qui peuvent être générationnelles, qui peuvent être environnementales, sociétales. Dire voilà, moi c'est comme ça que je veux faire. Comme je le disais, les codes du B2C qui s'imposent au B2B. Et donc j'ai envie de croire que c'est quelque chose de positif aussi, ce réveil citoyen, tant qu'on reste dans les limites du civique et du légal, qu'on fasse pas que des booms au bas de la corde, mais que c'est pas loin, mais que derrière ça il y a quand même quelque chose de positif. C'est quand même des gens qui vont faire des choses différemment. Voilà, il y a le next normal ou le new normal, que ça va perdurer. Ceux qui ont acheté un vélo ont un chien, vont pas l'abandonner après le lockdown et qui vont continuer à profiter de cet équilibre de vie tout en étant très attachés à la productivité. Absolument. On n'est pas en train de dire qu'on est sur l'équilibre, le work-life balance où on travaille moins. Non, je pense qu'on travaille tous, beaucoup plus pour ceux qui sont en télétravail bien organisés. Souvent, notre journée est déjà bien entamée à mi-journée. Absolument. On n'est pas dans le ou, on est dans le et. Oui, et donc c'est la flexibilité des solutions, la flexibilité du choix qu'on lui laisse et de sa liberté. En tout cas, Hamid Fajaoui, merci beaucoup de votre présence. Bruno Ronce également. Gilles Pollet, merci beaucoup de votre présence. Et Dirk Palink, toujours disponible le week-end pour avancer sur des dossiers. Je sais que c'est très chaud chez vous, mais que ça avance bien. En tout cas, merci à la Chambre de commerce Bessy, merci à Aïcha et son nouveau projet WorkLab. On est parti pour 3 ans. On a eu une belle émission, un beau débat lundi dernier sur les ressources humaines. Aujourd'hui, c'était l'immobilier. Demain, ce sera sur la mobilité. Restez branchés sur BXFM. Et merci Pierre Chaudoir pour ta disponibilité. Au revoir les amis. Et merci. Merci à tous. Merci.